Paris, septembre 1942. La ville vit sa troisième année sous occupation allemande depuis l'entrée des troupes du Reich en juin 1940. Les drapeaux nazis flottent sur les bâtiments officiels. Le couvre-feu vide les rues à la tombée de la nuit et la peur s'est installée dans les esprits. Dans le quartier du Marais, Gabriel Rousseau, 27 ans, pianiste de talent, tente de préserver une vie aussi normale que possible. Il donne des leçons privées à des enfants de familles aisées et joue parfois dans des cercles discrets. Avant-guerre, dans certains milieux artistiques parisiens, l'homosexualité, bien que marginalisée, était tolérée avec une discrétion implicite. Mais sous le régime de Adolf Hitler, la répression contre les homosexuels s'est intensifiée en Allemagne par l'application du paragraphe 17.5. Et cette politique influence aussi les territoires occupés. À Paris, la Gestapo, installée rue des Saussaies, mène des enquêtes, constitue des dossiers, interroge des voisins, surveille les correspondances. Gabriel le sait, il fait attention. Il sort moins, écrit moins, parle moins. Mais dans un tiroir fermé à clé, il conserve des lettres anciennes, écrites avant la guerre, des lettres d'amour qu'il n'a jamais eu le courage de détruire. Le 14 septembre 1942, à 5 heures du matin, des coups violents frappent à sa porte. 3 hommes entrent, fouillent méthodiquement l'appartement, jettent les partitions au sol, ouvrent les tiroirs, examinent les livres. La clé est trouvée, les lettres aussi. Gabriel comprend immédiatement. Il ne résiste pas. Il sait que résister aggraverait son cas. Il effleure une dernière fois les touches de son piano, comme pour graver la sensation dans sa mémoire, puis on lui passe les menottes et on le conduit dans un véhicule sombre qui traverse les rues encore silencieuses de Paris au siège de la Gestapo. L'interrogatoire commence. Nom, profession, relation. Nom d'autres hommes? Il répond avec prudence. Donne peu, assez pour paraître coopératif, mais pas assez pour condamner d'autres personnes. Les jours passent dans une cellule froide. Puis la décision tombe. Transfert. Il ne part pas immédiatement vers un camp comme Buchenwald, Concentration Camp, ou Sachsenhausen, Concentration Camp, où de nombreux hommes accusés d'homosexualité sont envoyés. Son dossier est encore en évaluation. On le conduit dans un bâtiment réquisitionné, un ancien hôtel transformé en centre de détention provisoire. En descendant un escalier étroit vers le sous-sol, Gabriel sent l'air devenir plus froid, plus lourd. Les murs conservent des traces d'ornementation, désormais recouvertes de peinture grise. Un couloir s'étend devant lui, avec plusieurs portes métalliques. Un gardien en ouvre une et le pousse à l'intérieur. Un autre homme est déjà là. Assis sur une couchette de fer, il lève les yeux, fatigué mais lucide, et demande « Depuis combien de temps ?» Gabriel répond « Quelques jours ». L'homme hoche la tête et murmure « Alors vous êtes encore au début ». Gabriel ne comprend pas encore ce que cela signifie, mais dans ce sous-sol sombre sous la capitale occupée, quelque chose vient de commencer, et il ignore à quel point ce début transformera le reste de sa vie. En septembre 1942, dans le sous-sol humide de ce bâtiment réquisitionné de Paris, Gabriel Rousseau commence à comprendre ce que signifiaient les paroles de son compagnon de cellule. Les journées n'y sont pas seulement longues, elles sont faites d'attente, d'incertitude et de silence pesant, rythmé par le bruit des pas dans le couloir et par le claquement métallique des portes. L'homme qui partage sa cellule s'appelle André Lefebvre, ancien employé des postes, arrêté en août 1942 après une dénonciation anonyme. Il explique à Gabriel que depuis 1941, les autorités allemandes renforcent les contrôles sur les hommes soupçonnés d'homosexualité, surtout dans les grandes villes comme Paris, Lyon ou Marseille. Il évoque des interrogatoires répétés, des menaces de transfert vers l'Allemagne et parfois des disparitions sans explication officielle. Gabriel écoute attentivement. Il apprend que certains détenus sont relâchés sous surveillance, tandis que d'autres sont envoyés vers des camps de concentration comme Neuengamme ou Mauthausen, où le traitement réservé aux prisonniers considérés comme asociaux est particulièrement sévère. Les jours passent et les interrogatoires reprennent. Gabriel est conduit dans une pièce éclairée par une ampoule nue. On lui demande des noms, des lieux de rencontre, des habitudes. Il reste prudent, parle peu, mesure chaque mot.
Il comprend que toute information peut élargir le filet autour d'autres hommes. Le 28 septembre 1942, un officier allemand lui annonce que son dossier sera transmis aux autorités compétentes à Berlin. Cette phrase, prononcée d'un ton neutre, résonne comme une condamnation potentielle. Car à Berlin, le régime d'Adolf Hitler applique strictement le paragraphe 175 du Code pénal allemand qui a conduit depuis 1933 à des milliers d'arrestations. André explique que les prisonniers marqués d'un triangle rose dans les camps subissent souvent des conditions particulièrement dures. Gabriel tente de garder son calme. Il se remémore les concerts qu'il donnait avant la guerre, les soirées musicales dans des appartements éclairés à la bougie, les applaudissements discrets d'un public choisi. Il s'accroche à ses souvenirs comme à une encre intérieure. Début octobre 1942, un nouveau détenu arrive dans la cellule. Il s'appelle Marcel Dubois, professeur de littérature, arrêté après qu'une perquisition a révélé une correspondance jugée compromettante. Marcel apporte des nouvelles du monde extérieur. Il parle des restrictions alimentaires, des tickets de rationnement, des bombardements alliés sur certaines villes industrielles allemandes. Il mentionne aussi les rumeurs concernant la rafle du Vélodrome d'hiver en juillet 1942, qui a vu des milliers de Juifs arrêtés à Paris et déportés vers l'Est, notamment vers Auschwitz concentration camp. Ces récits élargissent la perspective de Gabriel. Il comprend que sa situation s'inscrit dans un système répressif plus vaste, visant plusieurs catégories de personnes considérées comme indésirables. Le 12 octobre 1942, la décision tombe. Officiellement, Gabriel et André seront transférés vers un camp en Allemagne pour rééducation par le travail. L'annonce est brève, sans explication supplémentaire. Dans la nuit qui suit, Gabriel ne dort pas. Il pense à sa mère, restée en province, à son piano, abandonné dans l'appartement désormais scellé. Il se demande s'il reverra un jour les rues du Marais. Le 15 octobre 1942, au petit matin, les prisonniers sont conduits à la gare de l'Est, encadrés par des soldats allemands. Le quai est presque désert. Le train de marchandises attend. Wagons fermés, portes coulissantes. On les fait monter à l'intérieur avec d'autres détenus. L'espace est exigu, l'air rare. Le voyage dure plusieurs jours, ponctué d'arrêts dont les lieux restent inconnus. À travers les interstices du bois, Gabriel aperçoit parfois des paysages défilés, des campagnes brumeuses, des gares aux noms allemands. Finalement, le convoi s'arrête à proximité de Hambourg. Les prisonniers descendent sous les cris des gardes et sont dirigés vers le camp de Neuengamme, situé à quelques kilomètres de la ville. À l'entrée, une inscription rappelle la discipline imposée à l'intérieur. On leur retire leurs vêtements personnels, on leur rase les cheveux, on leur attribue un uniforme rayé et un numéro. Gabriel devient désormais le détenu numéro 48 721. Sur sa veste, un triangle rose est cousu, marquant la catégorie à laquelle il est assigné. Il comprend que ce symbole le distingue et l'expose dans la hiérarchie impitoyable du camp. Ainsi commence pour lui une nouvelle phase de son existence, loin de Paris, loin de la musique, dans un univers où chaque journée sera consacrée à la survie physique et morale et où la moindre faiblesse pourra avoir des conséquences irréversibles. Octobre 1942. Le camp de Neuengamme, Concentration Camp, près de Hambourg, devient le nouvel horizon de Gabriel Rousseau. À son arrivée, il découvre un univers régi par une organisation méthodique et implacable. Le camp, fondé en 1938, est devenu au fil des années un complexe concentrationnaire important, destiné à fournir une main-d'œuvre forcée pour l'industrie de guerre allemande. Les prisonniers politiques, les résistants, les déportés venus de Pologne, d'Union soviétique ou de France, y côtoient ceux classés comme asociaux ou condamnés pour homosexualité, identifiés par le triangle rose cousu sur leur veste rayée. Gabriel apprend rapidement que cette marque le place dans une position particulièrement vulnérable dans la hiérarchie informelle du camp. Certains capots, détenus promus à des fonctions de surveillance, reproduisent parfois la brutalité du système pour préserver leurs privilèges. Les journées commencent avant l'aube, à 4h30, une sirène perce le silence. Les hommes se lèvent dans l'obscurité glaciale, alignent leurs paillasses et se rendent à l'appel sur la place centrale. Le comptage peut durer des heures, surtout lorsque les chiffres ne correspondent pas aux registres officiels. Ensuite, les commandos de travail sont formés.
Gabriel est affecté à une briqueterie située à proximité du camp, où l'argile extraite sert à produire des matériaux pour des constructions militaires. Le travail est physiquement éprouvant, porter des charges lourdes sous la surveillance constante des gardes, avancer dans la boue froide de l'automne du nord de l'Allemagne. La nourriture distribuée le matin consiste en un café noir sans sucre et un morceau de pain. Le midi, une soupe claire aux légumes rares. Le soir, une ration similaire. La faim devient une présence permanente. André, affecté à un autre commando, parvient parfois à échanger quelques mots avec Gabriel lors des retours au baraquement. Il parle peu, mais ces instants maintiennent un lien humain indispensable. Gabriel observe que parmi les détenus français, certains sont membres de réseaux de résistance, arrêtés en 1941 ou 1942. D'autres ont été arrêtés lors de rappels à Paris ou à Lyon. Il entend mentionner des lieux comme Lyon ou Marseille, d'où sont partis des convois similaires aux siens. Il comprend que le système concentrationnaire mis en place sous l'autorité du régime de Adolf Hitler repose sur une classification rigoureuse, chaque catégorie étant identifiée par un symbole distinct. Au fil des semaines, Gabriel ressent l'usure physique, mais aussi une forme de résistance intérieure. Il se remémore des partitions de Chopin et de Debussy qu'il jouait autrefois à Paris. Il répète mentalement des passages pour ne pas laisser s'éteindre cette part de lui-même. La musique devient un refuge invisible. En novembre 1942, l'hiver s'installe précocement dans la région de Hambourg. Le vent venu de la mer du Nord traverse les baraquements mal isolés. Plusieurs prisonniers tombent malades, les soins sont limités. L'infirmerie du camp, souvent appelée le Rivière, manque de médicaments. Gabriel observe que ceux qui portent le triangle rose reçoivent rarement de l'aide prioritaire. Malgré cela, une solidarité discrète se développe entre quelques détenus français. Marcel, transféré lui aussi à Neuengamme, partage parfois une portion de pain économisée. André lui confie des informations sur les rumeurs circulant dans le camp. On parle d'un élargissement du conflit après l'entrée en guerre des États-Unis en décembre 1941 et des combats à l'Est contre l'Union soviétique. Les nouvelles sont fragmentaires, mais elles nourrissent l'espoir qu'un jour l'Allemagne puisse être affaiblie. Le 24 décembre 1942, veille de Noël, aucun geste officiel ne marque la date. Pourtant, dans le baraquement, certains murmurent des chants traditionnels à voix basse. Gabriel ferme les yeux et imagine la cathédrale Notre-Dame de Paris, illuminée pour la messe de minuit. Il ressent une douleur profonde, mais aussi une détermination silencieuse. Survivre pour témoigner. Les mois suivants seront décisifs, car à mesure que la guerre évolue, les conditions dans les camps fluctuent selon les besoins de main-d'œuvre et les décisions administratives prises à Berlin. Gabriel ignore encore combien de temps il restera à Neuengamme, ni quelles épreuves l'attendent, mais il comprend désormais que sa survie dépendra autant de sa force intérieure que de sa capacité à s'adapter à cet environnement impitoyable, où chaque journée gagnée constitue déjà une forme de victoire contre l'effacement voulu par le système concentrationnaire. Janvier 1943 s'ouvre dans le froid rigoureux du nord de l'Allemagne et au camp de Neuengamme, concentration camp, près de Hambourg, les températures descendent fréquemment sous zéro. Gabriel Rousseau, désormais identifié uniquement par le numéro 4871, sent son corps s'affaiblir, mais son esprit demeure attentif aux moindres signes d'évolution de la guerre. Les rumeurs circulent dans les baraquements au sujet de la bataille de Stalingrad qui vient de s'achever le 2 février 1943 par la capitulation de la 6e armée allemande face aux forces soviétiques. Cette nouvelle, transmise par bribes par des prisonniers politiques allemands ou polonais, agit comme une étincelle d'espoir, car elle marque le premier grand revers militaire du Reich sur le front de l'Est et laisse entrevoir la possibilité d'un retournement progressif du conflit. Malgré cela, la réalité quotidienne du camp ne s'adoucit pas. Les commandos de travail continuent à fonctionner à plein régime car l'industrie de guerre exige toujours davantage de briques, de matériaux et de main-d'œuvre forcée. Gabriel est transféré au printemps 1943 vers un commando annexe chargé de travaux de terrassement destinés à renforcer des infrastructures proches de la ville portuaire de Hambourg, régulièrement bombardée par la Royal Air Force britannique, notamment lors de l'opération Gomorrhe en juillet 1943,
qui dévastent une grande partie de la ville. Les prisonniers aperçoivent parfois au loin les colonnes de fumée s'élever au-dessus de l'horizon. Ces bombardements, bien qu'effrayants, rappellent que la guerre se rapproche du territoire allemand et que le Reich n'est plus invulnérable. Dans le camp, la hiérarchie interne demeure stricte. Les triangles de couleur classent les détenus politiques en rouge, les droits communs en vert, les témoins de Jéhovah en violet et les homosexuels en rose. Cette catégorisation renforce les divisions, mais Gabriel observe aussi des gestes discrets de solidarité, un morceau de pain partagé, une information transmise à voix basse, une aide furtive pour porter une charge trop lourde. André, affaibli par une bronchite persistante, est admis quelques jours au Révière, l'infirmerie du camp, où les conditions sont précaires. Gabriel craint qu'il ne soit sélectionné pour un transport vers un autre camp, car en 1943, plusieurs transferts ont lieu vers des sites comme Bergen-Belsen, concentration camp, ou vers des camps situés plus à l'est. Il sait que chaque déplacement comporte des risques supplémentaires. Pourtant, André revient au baraquement, amaigri mais vivant. Ce retour redonne à Gabriel une énergie morale inattendue. Au cours de l'été 1943, les bombardements alliés sur Hambourg s'intensifient, provoquant des incendies massifs et des destructions considérables. Les prisonniers sont parfois mobilisés pour déblayer les gravats après les attaques aériennes. Ils traversent des quartiers en ruine, voient des immeubles éventrés, des rues méconnaissables. Gabriel ressent une impression étrange, celle d'assister à l'effondrement progressif d'un système qui l'a emprisonné, mais il sait que la chute militaire ne signifie pas automatiquement la fin immédiate de leur souffrance. En septembre 1943, il reçoit indirectement la confirmation que Paris reste occupé et que la répression continue en France. Certains détenus arrivés récemment parlent d'arrestations de résistants à Lyon et à Toulouse. Gabriel mesure alors que son histoire individuelle s'inscrit dans une tragédie européenne plus vaste, orchestrée par le régime de Adolf Hitler, qui maintient malgré les revers une emprise idéologique et policière forte. À l'intérieur du camp, l'automne apporte la pluie persistante et la boue épaisse, qui rend chaque déplacement plus pénible. Les rations alimentaires diminuent légèrement en raison des difficultés d'approvisionnement liées aux bombardements et au blocus maritime. La fatigue chronique s'installe, mais Gabriel continue chaque soir à faire vivre en lui les mélodies qu'il connaît par cœur. Il reconstitue mentalement des sonates entières, comme un exercice de survie intellectuelle. Il se promet que s'il sort un jour de cet univers clos, il témoignera de ce qu'il a vu, non pour raviver la haine, mais pour rappeler l'importance de la dignité humaine. Ainsi s'achève l'année 1943 dans un équilibre fragile entre épuisement physique et espoir mesuré, car si la guerre évolue à l'extérieur, le temps à l'intérieur du camp semble suspendu, rythmé uniquement par le travail, l'appel et la lutte silencieuse pour rester debout un jour de plus. L'année 1944 commence dans un climat d'incertitude grandissante au camp de Neuengamme concentration camp, alors que la guerre semble progressivement tourner à l'avantage des Alliés. Gabriel Rousseau, désormais amaigri mais toujours animé d'une volonté tenace, perçoit des changements subtils dans l'organisation du camp. Les convois de prisonniers se multiplient car l'économie du Reich manque de main-d'œuvre et les autorités transfèrent des détenus vers des commandos extérieurs destinés à soutenir l'effort militaire. En février 1944, Gabriel est affecté à un commando chargé de participer à la construction et à la réparation de voies ferrées endommagées par les bombardements alliés dans la région de Hambourg. Ces travaux s'effectuent sous surveillance constante et dans des conditions climatiques difficiles. La neige fondue transforme le sol en boue glacée et les journées s'étirent du lever du jour jusqu'à la tombée de la nuit. Malgré l'épuisement, Gabriel observe attentivement les discussions chuchotées entre prisonniers politiques allemands qui évoquent l'avancée de l'armée rouge à l'est et les préparatifs supposés d'un débarquement allié à l'ouest. Ces rumeurs se confirment le 6 juin 1944 lorsque la nouvelle du débarquement en Normandie atteint le camp quelques jours plus tard par des sources indirectes. Les gardes tentent de minimiser l'événement, mais l'inquiétude se lit sur leurs visages. Pour Gabriel, cette date devient un repère mental, une preuve que l'occupation de Paris et le système concentrationnaire ne sont pas éternels.
Durant l'été 1944, les bombardements alliés s'intensifient sur les infrastructures industrielles allemandes, et la ville de Hambourg, déjà lourdement touchée en 1943, subit de nouvelles attaques. Les prisonniers sont mobilisés pour déblayer les décombres et réparer les installations portuaires endommagées. Chaque sortie hors du camp comporte des risques, mais offre aussi un contact fugitif avec un monde extérieur en ruine. Gabriel remarque que la population civile allemande montre parfois des signes de fatigue et de résignation face à la guerre. Cette observation renforce son sentiment que le régime dirigé par Adolf Hitler entre dans une phase de fragilité. Pourtant, la répression interne ne faiblit pas. Au contraire, les autorités du camp cherchent à maintenir une discipline stricte afin d'éviter toute tentative de révolte. En août 1944, une nouvelle bouleversante circule parmi les détenus. Paris aurait été libéré le 25 août 1944 par les forces alliées et les résistants français. Cette annonce transmise par un prisonnier récemment arrivé suscite une émotion intense chez Gabriel. Il ferme les yeux et imagine les cloches de Notre-Dame sonner à toute volée. Il pense aux rues du Marais débarrassées des drapeaux ennemis et ressent une vague d'espoir mêlée de mélancolie, car il ignore encore s'il pourra revoir sa ville natale. À l'automne 1944, la situation militaire de l'Allemagne se détériore rapidement, les fronts se rapprochent et les ressources diminuent. Les rations alimentaires au camp sont réduites, provoquant une faiblesse accrue chez de nombreux détenus. André, dont la santé reste fragile, s'appuie davantage sur Gabriel pour supporter les journées de travail. Malgré tout, une solidarité discrète se renforce entre certains prisonniers français qui partagent leurs informations et s'encouragent mutuellement à tenir jusqu'à la fin de 1944. Les bruits de l'artillerie lointaine deviennent plus fréquents, rappelant que la guerre se rapproche inexorablement du nord de l'Allemagne. Gabriel comprend que la chute du Reich pourrait entraîner des transferts précipités ou des décisions imprévisibles de la part des autorités du camp, car l'histoire des camps montre que les périodes de désorganisation peuvent être particulièrement dangereuses. Il décide alors de concentrer toute son énergie sur la survie quotidienne, économiser chaque geste, conserver chaque fragment de force physique et mentale et répéter en silence les mélodies qui l'accompagnent depuis Paris pour préserver son identité face à un système conçu pour l'effacer. Ainsi, l'année 1944 s'achève dans un équilibre instable entre l'approche tangible de la libération et la persistance d'un danger constant, car tant que les portes du camp restent fermées, l'espoir demeure suspendu à la résistance du corps et à la patience de l'esprit. L'hiver 1944-1945 s'abat sur le nord de l'Allemagne avec une rudesse particulière, et au camp de Neuengamme, Concentration Camp, la situation devient de plus en plus instable. Les bombardements alliés se rapprochent, les lignes de front évoluent rapidement et les autorités nazies redoutent l'arrivée des troupes britanniques par l'ouest, tandis que l'armée rouge progresse depuis l'est. Gabriel Rousseau, affaibli par plus de 2 années de détention, ressent ce changement d'atmosphère dans les gestes mêmes des gardes. Leur nervosité est palpable, les ordres deviennent plus brusques, les déplacements plus fréquents. En janvier 1945, des convois quittent régulièrement le camp principal pour transférer des détenus vers d'autres sites afin d'éviter qu'ils ne soient libérés par les forces alliées. Cette politique d'évacuation concerne plusieurs camps du Reich et s'inscrit dans la volonté du régime dirigé par Adolf Hitler de dissimuler les preuves du système concentrationnaire. Gabriel entend parler de transferts vers des camps comme Bergen-Belsen, Concentration Camp, où les conditions sont devenues dramatiques en raison de la surpopulation et du manque d'approvisionnement. En février 1945, André tombe gravement malade. Affaibli par la malnutrition et les infections répétées, il est admis au Révière, l'infirmerie du camp où les ressources sont presque inexistantes. Gabriel craint qu'il ne survive pas car les rations alimentaires ont encore diminué et les médicaments manquent. Les nuits sont glaciales, les couvertures insuffisantes. Malgré cela, André résiste et parvient à revenir au baraquement quelques semaines plus tard, extrêmement amaigri mais toujours vivant. Cette survie renforce chez Gabriel la conviction que chaque jour gagné constitue une victoire morale. Au début du mois d'avril 1945, les autorités du camp reçoivent l'ordre d'évacuer progressivement Neuengamme.
Les prisonniers valides sont regroupés pour être dirigés vers des convois ferroviaires ou des marches forcées vers le nord. Certains sont embarqués sur des navires dans la baie de Lübeck, d'autres sont conduits vers des camps encore sous contrôle allemand. Gabriel et André sont intégrés à un groupe transféré vers le port proche de Lübeck. Le trajet s'effectue dans des wagons surchargés où l'air manque et où l'incertitude domine. À l'arrivée, ils aperçoivent des navires immobilisés au large, parmi lesquels le Cap Arcona, un paquebot réquisitionné dans les derniers mois de la guerre. L'embarquement se fait dans la confusion. Les prisonniers ne savent pas s'ils seront déplacés vers la Scandinavie ou utilisés comme monnaie d'échange. Le 3 mai 1945, alors que la guerre touche à sa fin dans le nord de l'Allemagne, des avions britanniques attaquent les navires dans la baie de Lübeck, croyant qu'ils transportent des troupes allemandes. La situation devient chaotique. Gabriel se trouve encore sur le quai lorsque les explosions retentissent. La fumée envahit le ciel et plusieurs bâtiments prennent feu. La confusion permet à certains détenus de s'éloigner des zones les plus exposées. Dans les heures qui suivent, les forces britanniques progressent dans la région et le 4 mai 1945, les troupes allemandes du Nord-Ouest capitulent officiellement devant le maréchal Montgomery, mettant fin au combat dans cette partie du Reich. Quelques jours plus tard, le 8 mai 1945, l'Allemagne capitule sans condition, marquant la fin de la guerre en Europe. Pour Gabriel, la libération ne se traduit pas immédiatement par un retour à la normalité. Il est recueilli avec d'autres survivants par des unités britanniques qui organisent des soins d'urgence et des centres de regroupement. Il pèse à peine plus de 45 kilos et doit réapprendre progressivement à s'alimenter sans danger. André, quant à lui, est transporté vers un hôpital de campagne installé près de Lübeck. Les médecins militaires notent l'extrême épuisement des anciens détenus, mais aussi leur détermination à survivre. Ainsi s'achève pour Gabriel la période de captivité commencée à Paris en septembre 1942. Toutefois, la fin de la guerre n'efface pas ni les pertes ni les blessures invisibles, et l'étape suivante consistera à reconstruire une existence dans un monde profondément transformé par 6 années de conflit mondial. Le printemps 1945 marque la fin officielle de la guerre en Europe. Mais pour Gabriel Rousseau, la véritable épreuve commence avec le retour progressif à la vie civile, après la capitulation allemande du 8 mai 1945. Les survivants du camp de Neuengamme, concentration camp, sont regroupés dans des centres de soins administrés par l'armée britannique dans la région de Lübeck. Gabriel, extrêmement affaibli, doit suivre un protocole médical strict, car après des mois de malnutrition, une réalimentation trop rapide pourrait être fatale. Les médecins militaires notent dans leur rapport l'état de dénutrition sévère de nombreux anciens détenus et organisent un rapatriement progressif vers leur pays d'origine. En juin 1945, Gabriel est intégré à un convoi sanitaire à destination de la France. Le trajet s'effectue lentement à travers une Allemagne dévastée où les villes portent les traces visibles des bombardements. Lorsqu'il franchit enfin la frontière française, il ressent un mélange d'émotion et d'inquiétude, car il ignore ce qu'il va retrouver. Le 2 juillet 1945, il arrive à Paris, dans une gare animée par le retour des prisonniers de guerre et des déportés. La capitale, libérée depuis le 25 août 1944, a changé. Les drapeaux tricolores flottent de nouveau, mais les visages portent encore la fatigue des années d'occupation. Gabriel apprend que son appartement du Marais a été scellé, puis réattribué provisoirement. Il retrouve sa mère installée chez des proches en province et découvre que plusieurs connaissances ont disparu, certaines mortes au combat, d'autres déportées et non revenues. Dans la France de l'après-guerre, la reconnaissance officielle des différentes catégories de déportés reste complexe. Les anciens résistants bénéficient d'un statut clair, mais les hommes arrêtés pour homosexualité ne sont pas immédiatement reconnus comme victimes spécifiques du système nazi. Le contexte social demeure marqué par des préjugés persistants et par le silence. Gabriel comprend rapidement que son histoire devra être racontée avec prudence s'il souhaite être entendu. Néanmoins, il décide de témoigner auprès d'associations d'anciens déportés qui commencent à se structurer dès 1945. Il participe à des réunions où sont évoqués les camps comme Buchenwald, concentration camp, ou Dachau, concentration camp, et il mentionne Neuengamme, dont le nom reste moins connu du grand public.
Au cours de l'année 1946, alors que le procès de Hermann Göring et d'autres dirigeants nazis se déroule à Nuremberg lors du tribunal militaire international, Gabriel suit les informations publiées dans la presse. Il comprend que la justice internationale commence à établir les responsabilités du régime, mais il constate aussi que la persécution spécifique des homosexuels n'est pas au centre des débats judiciaires. Cette prise de conscience le marque profondément. Physiquement, il récupère lentement, reprend des forces et recommence à jouer du piano, d'abord en privé, puis dans de petits concerts, car la musique demeure son lien le plus intime avec la vie d'avant-guerre. Chaque note jouée devient pour lui un acte de résistance contre l'oubli et une manière de réaffirmer son identité malgré les blessures invisibles qui persistent. Les années 1947 et 1948 voient la France entrer dans une phase de reconstruction économique et morale. Gabriel s'efforce de trouver sa place dans cette société en transformation. Il enseigne à nouveau la musique et tente de bâtir des relations fondées sur la confiance, bien qu'il reste prudent quant à son passé. Il conserve le numéro 4872 121 inscrit dans sa mémoire, comme un rappel permanent de ce que fut la fragilité des droits humains dans une Europe soumise à une idéologie totalitaire. Ainsi, la période de l'immédiat après-guerre pour Gabriel n'est pas seulement celle du retour, mais celle d'un engagement discret, celui de vivre dignement et de transmettre un jour son témoignage aux générations suivantes, afin que l'expérience des camps ne soit ni minimisée ni oubliée dans le tumulte de la reconstruction nationale. Les années passent, et la France entre progressivement dans une nouvelle époque, marquée par la reconstruction économique, puis par les débuts de la construction européenne. Mais pour Gabriel Rousseau, le temps ne suit pas exactement le même rythme que celui des calendriers officiels. Installé de nouveau à Paris, il reprend son activité de pianiste et de professeur, tout en gardant en lui la mémoire précise des dates et des lieux qui ont bouleversé son existence. Le 14 septembre 1942, l'arrestation dans son appartement du Marais, le transfert vers le camp de Neuengamme, concentration camp près de Hambourg, l'évacuation vers Lübeck au printemps 1945, puis la libération après la capitulation allemande du 8 mai 1945, ces repères structurent désormais sa mémoire comme les mouvements d'une sonate dont chaque partie porterait une tonalité différente. Dans les années 1950, alors que l'Europe cherche à tourner la page du conflit mondial, la parole des anciens déportés commence à trouver un écho plus large. Mais la reconnaissance officielle des hommes arrêtés pour homosexualité demeure lente. En Allemagne, le paragraphe 175 n'est abrogé partiellement qu'en 1969 et totalement en 1994. En France, la mémoire des camps se concentre d'abord sur la résistance et la déportation politique. Gabriel observe cette évolution avec lucidité. Il comprend que chaque société avance à son propre rythme, dans l'acceptation de son passé. Pourtant, il ne nourrit ni amertume excessive, ni désir de revanche. Il choisit la transmission. Lorsqu'il enseigne à ses élèves, il évoque parfois les années de guerre, non pour détailler la souffrance, mais pour rappeler que les libertés individuelles peuvent disparaître lorsque l'État se met au service d'une idéologie d'exclusion. Il explique comment le régime dirigé par Adolf Hitler a construit un système concentrationnaire hiérarchisé où chaque catégorie de détenus était identifiée par un symbole distinct. Il insiste sur la nécessité de défendre la dignité humaine, quelles que soient les différences d'opinion, d'origine ou d'orientation. Au fil des décennies, la ville de Paris change, les immeubles sont restaurés, les générations se succèdent et les blessures visibles de l'occupation s'estompent. Mais Gabriel conserve précieusement quelques documents attestant de sa déportation, car il sait que la mémoire repose aussi sur des preuves concrètes. Dans les années 1980, lorsque la question de la reconnaissance des victimes homosexuelles du nazisme commence à être publiquement débattue en Europe, il accepte de témoigner lors de rencontres organisées par des associations mémorielles. Il parle avec une voix posée, décrivant le quotidien du camp, le travail forcé, le froid, la faim et surtout l'effort constant pour préserver son identité intérieure face à un système conçu pour effacer toute individualité.
Il explique que la musique, répétée mentalement chaque soir, fut son refuge le plus sûr. Il ne cherche pas à dramatiser davantage que nécessaire, car les faits suffisent à mesurer la gravité de ce qu'il a vécu. À la fin de sa vie, alors que l'Europe commémore régulièrement la fin de la Seconde Guerre mondiale, Gabriel considère son parcours non comme une exception, mais comme l'un des milliers de destins brisés ou transformés par la guerre. Il rappelle que derrière chaque date officielle se trouvent des existences singulières et que la paix durable repose sur la vigilance civique et le respect des droits fondamentaux. Lorsqu'il s'éteint paisiblement, plusieurs décennies après les événements, il laisse derrière lui non seulement des élèves et des partitions, mais aussi un témoignage précis, ancré dans l'histoire du XXe siècle. Son parcours, depuis les rues du Marais jusqu'au baraquement de Neuengamme, puis au retour dans une France libérée, devient un récit transmis aux générations suivantes comme un avertissement et une leçon. La liberté n'est jamais acquise définitivement. Elle se protège par la mémoire, par l'éducation et par le courage tranquille de ceux qui refusent l'effacement. Ainsi s'achève l'histoire de Gabriel Rousseau, inscrite dans la grande trame de l'Europe contemporaine. Une histoire qui rappelle que même au cœur des périodes les plus sombres, la dignité humaine peut subsister et préparer silencieusement le retour de la lumière.